Radio 2M. Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, on parle de la 23e édition du Salon international de l'édition et du livre. À partir de demain jusqu'au 19 février, l'Office des foires de Casablanca accueillera quelques 702 éditeurs et 100 000 titres. L'invité d'honneur de cette édition est la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. 11 ministres africains de la culture seront présents et 40 éditeurs et écrivains. Notre invité pour en parler ce matin est M. Mohamed Amin Sbehi, ministre marocain de la Culture. Monsieur Sbehi, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Alors ma première question va paraître un petit peu, voilà, elle est juste pour dresser un petit constat. Comment se porte la lecture dans notre pays? Est-ce que les chiffres sont toujours alarmants? Écoutez, je crois que vous avez versé le problème. Comment se porte l'édition et le livre? Et après, bien entendu, ça impacte sur le lectorat dans la mesure où on éduque nos enfants à aimer le livre, à s'intéresser au livre, et on élargit de plus en plus le lectorat. Parce que on peut avoir des lecteurs, mais ne pas avoir d'auteurs, ne pas avoir de maison d'édition, ne pas avoir de production littéraire. Donc, si vous le voulez bien, ce salon est un salon qui fête nos auteurs, nos éditeurs, les efforts qui sont faits ici au Maroc pour qu'on ait une production littéraire de qualité, intéressante. Effectivement, il y a un problème de lectorat. Effectivement, lorsqu'on voit dans notre pays et les classes moyennes, les professeurs, les cadres qui représentent à peu près 1 million de personnes, c'est un lectorat potentiel pour notre production littéraire, et que dans le meilleur des cas, les livres sont édités à 1500, 2000 exemplaires. Bien entendu, il y a un problème. Mais voilà, il y a plusieurs aspects dans ce problème. Il faut aujourd'hui renforcer nos éditeurs, aider nos auteurs, qu'il y ait une production littéraire de qualité. Ça rentre dans les prérogatives du ministère. Ça, c'est notre action. L'autre action, c'est travailler ensemble pour que demain, notre école puisse éduquer à aimer le livre. Vous savez, on ne devient pas lecteur. On ne devient pas lecteur à un âge avancé, où on a vécu dès son jeune âge, son adolescence avec le livre, aimer le livre, lire des romans tels que nous l'avons vécu à l'école dans le temps. Et puis à ce moment-là, on devient lecteur de manière tout à fait naturelle. Alors, ce n'est pas tout à fait impossible aussi de devenir un grand amateur de littérature sur le tard quand on apprend ou qu'on plonge dans un roman. Et là, mais c'est clair, monsieur le ministre, que effectivement, partir de la base et de l'éducation et de l'école, c'est vraiment faciliter la tâche après pour aimer la lecture. Et donc, voilà, ma question, je vais donc la changer. Comment se portent les éditeurs marocains? Comment se portent nos auteurs marocains? Écoutez, très honnêtement, sur la région Afrique, monde arabe, même Méditerranée, le Maroc se porte relativement bien. Les maisons d'édition ont repris du poil de la bête. Il y a aujourd'hui une production littéraire intéressante, qu'elle soit arabophone, francophone, amazirophone et même dans d'autres langues traduites. Les maisons d'édition donc sont maintenant un peu plus productives. Il y a des rentrées littéraires qui sont organisées. Il y a des salons comme le Salon international de Casablanca ou les salons régionaux. Il y a un tas d'activités autour du livre où il y a un début d'intérêt et un début de construction d'un marché pour le livre. Alors, on parle souvent de livres, et quand on parle de livres, on parle de papier et d'impression. Aujourd'hui, on est en 2017, l'accès à Internet est presque généralisé, le téléphone mobile aussi, le smartphone est entre pratiquement toutes les mains. Est-ce que l'édition des livres électroniques aussi est une option, ou est-ce qu'elle est toujours dans un état embryonnaire? Même dans les pays où la technologie est bien plus avancée que chez nous, le livre électronique n'a pas concurrencé d'une manière majeure le livre. En France ou ailleurs, lorsque un prix littéraire est accordé, ça fait la une du journal du soir. C'est dire que le livre matériel a toujours une place très très importante dans ces sociétés parce que le livre est porteur d'un nombre impressionnant il a un impact impressionnant sur le citoyen. Et quand vous promenez à l'étranger, dans le métro ou dans le bus, vous voyez tout le monde avec un livre à la main pour ne pas perdre son temps. C'est une culture. Le livre
dès lors qu'une société est éduquée pour utiliser le livre, pour s'informer, pour vivre, voilà, pour rêver, pour développer sa sensibilité, pour s'éduquer, pour se cultiver, eh bien, dès lors qu'on éduque une société dans ce sens, eh bien, elle a un attachement qui devient viscéral, quasiment charnel au livre. Donc, le livre électronique est un appoint, c'est quelque chose qui vient en plus, en su, mais rien, strictement rien ne remplacera ce contact. Avec le papier. Permettez-moi l'expression, ce contact quasi charnel entre la main du lecteur et le livre que vous tournez, dont vous tournez les pages avec délicatesse, ou cette odeur du papier qui vous prend. C'est ça la relation entre le lecteur et son livre. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que bon, c'est vrai que dans le monde entier, effectivement, le livre électronique ne concurrence pas encore le livre imprimé sur papier. On parle aussi quand on parle de journalisme, maintenant les plus grands journaux hebdomadaires ou quotidiens passent aussi en version électronique, mais ils continuent à imprimer les journaux. Oui, mais c'est un autre problème au niveau de la presse, parce qu'aujourd'hui on vit l'instantané où l'information est quasiment directe. Alors que dans le temps, le temps où la presse papier était extrêmement forte, extrêmement présente, c'était elle qui rapportait l'événement et le commentait. Aujourd'hui, on vit dans l'instantané, les gens passent d'une information à l'autre, peut-être avec le problème de ne pas rentrer dans les détails des choses. Et donc la presse papier se trouve concurrencée. Mais le livre, c'est autre chose. Monsieur le ministre, permettez-moi, ce n'est pas juste une concurrence, parce que la plupart des journaux, dans leur stratégie pour pouvoir revivre, renaître de leur cendre, sont passés justement sur des stratégies digitales. Maintenant pour revenir à notre sujet qui est le livre, moi quand je parle par exemple de cette version électronique du bouquin, c'est par souci bien évidemment de démocratisation, d'accès plus rapide à la littérature justement, et peut-être que ce n'est pas juste une mode mais plus une transition que le monde est en train de vivre, parce qu'effectivement à l'étranger quand on va dans les métros, les gens continuent à avoir des bouquins, mais de plus en plus on voit des gens sur leur tablette en train de lire. Est-ce que ce tournant peut être aussi anticipé ici au Maroc? Il peut l'être, mais je crois qu'il se construit également sur la base d'éditeurs qui se développent, qui se renforcent en tant qu'entreprise culturelle, qui éditent sur le livre à la forme classique, papier, et puis ouvrent de plus en plus le créneau et la vente en ligne de leurs livres papier, et également la version électronique du livre. On ne peut pas... Je ne pense pas être en retard d'une guerre en disant que on ne peut pas avoir des éditeurs qui s'installent dès leur première action dans le livre électronique. C'est quelque chose qui est en train de faire son chemin, qui accompagnera le livre, mais qui ne remplacera pas le livre. Donc on a besoin d'abord de nos éditeurs dans la forme classique et qui également ouvrent des niches qui vont se développer de plus en plus au niveau du livre électronique. Parfait, monsieur le ministre. Alors, on va revenir un petit peu à cette 23e édition du Salon international de l'édition et du livre, puisque cette année, l'invité d'honneur, c'est le CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment 11 ministres africains de la culture qui seront présents, 40 éditeurs et écrivains de l'Afrique centrale. Est-ce que c'est peut-être pour montrer, pour faire découvrir aux Marocains cette littérature peut-être méconnue par le plus grand nombre? C'est aussi un petit peu, on a l'impression que c'est un petit peu de la diplomatie par la littérature. D'abord, c'est tout d'abord une reconnaissance de la richesse, de la diversité, de la vivacité de la culture africaine. On l'ignore beaucoup, mais l'Afrique produit beaucoup de musique, dans les arts plastiques, le livre également. On a été pendant trop longtemps tourné vers le nord et on a oublié que dans notre continent, il y a une richesse culturelle à découvrir. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien que la diplomatie culturelle nous permette de voir d'une manière beaucoup plus intense ce que nous, Africains, sommes capables de produire. Il y a 3 ans, nous avions invité les États de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays. Ça a été une très très belle expérience qui a permis au public marocain de découvrir la richesse de l'Afrique de l'Ouest. Et ça nous a permis également d'aller vers une coopération importante avec ces pays. Aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale. Eh bien,
bravo à la diplomatie culturelle si elle permet d'ouvrir de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles cultures et de renforcer cette coopération sud-sud qui est vraiment essentielle parce que c'est un échange d'expérience, d'expertise, d'égal à égal, où chacun a quelque chose à apporter, où on utilise les expériences des uns et des autres et on avance. C'est comme ça que probablement l'Afrique aura un avenir meilleur. Alors, cette 23e édition, c'est aussi l'occasion, enfin, c'est d'abord l'occasion de voir des livres, d'acheter des livres, de rencontrer des auteurs et des éditeurs, mais c'est aussi une occasion pour ouvrir le débat. Notamment, on parle de cette plateforme de cession du droit d'auteur, on Oui, parle de tables absolument. rondes thématiques. Il y a énormément Absolument. d'événements en marge. Oui. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Le Salon international du livre, l'édition de Casablanca, est un grand moment de la vie culturelle, un grand moment de la vie littéraire marocaine. C'est c'est vraiment, c'est vraiment une fête de la culture, une fête populaire de la culture. 350 000 visiteurs, ce n'est pas rien pendant 10 jours. C'est dire d'abord que le public marocain, chaque fois qu'une offre culturelle euh, acceptable, je dirais pas nécessairement de grande qualité, mais acceptable, c'est bien, c'est une bonne organisation. Et bien chaque fois qu'il y a une offre culturelle acceptable, de bonne facture, eh bien il répond présent. C'est au niveau du livre, comme au théâtre, comme la musique, le public marocain répond présent. 350 000 visiteurs, nous sommes un salon qui attire beaucoup de monde. Et puis, il y a énormément d'activités. Le seul ministère de la Culture en organise une centaine sur ces 10 jours. Les autres partenaires, que ce soit le Conseil national des droits de l'homme, les instituts étrangers, les éditeurs eux-mêmes, c'est une autre centaine d'activités. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une vingtaine d'activités culturelles, rencontres avec des auteurs, conférences, euh, lecture de poésie, signature de livres. C'est une vraie fête populaire. Eh bien, nous sommes très contents que cette fête culturelle attire du monde et puis de très belles rencontres avec des auteurs, de très belles conférences. Et C'est bien. surtout les gens de tout âge, puisqu'il y a aussi des ateliers pour les enfants, et ça Oui, c'est vraiment oui, important, puisque ça peut aussi aider à faire aimer justement la culture depuis absolument. un très jeune âge pour les enfants. Voilà, c'était pour parler de cette 23e édition qui débute donc demain à Casablanca, vous le savez. Alors Oh, demain c'est l'ouverture officielle oui. et l'ouverture grand public, c'est à partir du vendredi 10 février jusqu'au 19 février et nous attendons très fortement le public de Casablanca et d'ailleurs pour venir soutenir la culture et puis Soutenir la découvrir. littérature. Ça se passera Voilà. à l'Office des foires de Casablanca. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mohamed Amin Sberi, pour Merci à vous. cette intervention ce matin. Et merci pour votre intérêt pour ce salon et on se rencontrera sur le salon. Sûrement, bien évidemment, bien sûr. Merci à Merci vous. beaucoup, Monsieur le Merci à Ministre. vous et Bonne bonne journée. journée. Bonne journée. Allez, on passe en deuxième partie de cette émission. Nous parlerons d'amour. Oui, il faut parler d'amour. La case documentaire de deuxième, des histoires et des hommes, met l'amour à l'honneur dans une série consacrée à cette thématique. Après Shakespeare à Casablanca de Sonia Trab, place à Kamel Ashkard avec son documentaire Tiassanou Tiairinou qui a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs. Kamel Ashkard, sabah al khair. Sabah al khair. Ça va? Très bien. Alors, je te propose justement peut-être d'écouter la bande-annonce de ce documentaire tout de suite. كيخت ندا التاريخ شي كان لغا نادا التنين يركزن توتمين إيسي لاغونا الحق نساو الخفتايري كيوت مازيرت نيتقن تمون خفي خفنس أس خفواس هاتي أسمى إحساس يقدر يتحسى الواحد هو الحب هو تيري من دا تيلي تيرا غير مزيان وتيجي يقول لك ثسا هذا كيري ثسانو يسيني سلاف يجو سكينه خفان يا سمون النار يا سمون النار يا ذا نفوش النشا هو الخنكيت نغوري 14 سنه طفيت بقى قود غار نسيق القلب حبي اختي حبي نسيت عجب العجب غا نازل الوالدين قلت له هضرت
صافي ترتا ولد مرحبا وترتا ولد كيعاون ربي هاي تخايدي لا. Alors justement, depuis le début de ce documentaire, la question que tu nous poses, Kamal, a-t-on le droit de parler d'amour dans cette société de plus en plus conservatrice? Finalement, pour ceux qui ont vu le documentaire et qui auront l'occasion de revoir ce documentaire ce soir sur notre chaîne 2M et qui peuvent le revoir à minuit, qui est en replay, mais qui est en replay, vous pouvez le regarder quand vous voulez. A-t-on le droit de parler d'amour, Kamal? Ben, oui, je pense qu'on a, en tout cas, on en a le droit et on en a la légitimité. Après, c'est vrai que c'est souvent le sentiment amoureux est souvent associé à l'hia, le hchouma, la pudeur, la honte, et que les gens ont. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré des gens qui, finalement, quand on leur tend une caméra, un micro, ils ont envie de raconter soit leur expérience, et ça a été vraiment très facile avec ces jeunes et ces femmes, mais on sentait quand même, peut-être plus chez les jeunes d'ailleurs, plus de forme de pudeur. C'est vrai. Plus de pudeur chez les jeunes que chez les C'est vrai que c'est assez frappant dans le documentaire. C'est-à-dire que quand on parle d'amour, souvent les générations un peu plus anciennes ont beaucoup plus d'aisance et moins justement de chouma, comme on dit, pour parler de leurs sentiments, alors qu'on sent qu'il y a une gêne chez ces jeunes-là. D'ailleurs, le documentaire commence justement avec cette rencontre avec ces jeunes où on parle d'amour et comment on sait que quelqu'un est amoureux, etc. Et on voit les visages rougir, les expressions un petit peu de chouma. Donc finalement, surtout les garçons d'ailleurs, oui. Dans cette séquence, en tout cas, la fille, elle parlait ouvertement, effectivement. Elle parlait assez ouvertement de l'amour. Alors, la question qu'on se pose, parce que c'est un documentaire, on sait que c'est des mois de tournage, qu'on sillonne le Maroc, qu'on prend énormément de gens en vidéo pour arriver à ce résultat-là. Est-ce que derrière la caméra, dans le processus, est-ce que ça a été un petit peu laborieux de faire justement réagir les gens sur cette thématique? Déjà, il faut trouver un angle d'attaque. Quand Alien Productions m'a proposé ce projet pour 2M, parce que c'est un projet commandé, c'est une commande. Commandé, et puis un collectif de 10 réalisateurs, 5 réalisateurs femmes et 5 réalisateurs hommes. Bon, j'avais à l'époque écrit et rédigé une note d'intention qui était très généraliste, mais à un moment donné, il faut trouver, enfin, c'est le contraire un petit peu du reportage, trouver dans le documentaire quelque chose qui moi, me parle en tout cas, et de trouver un angle d'attaque. Et c'est comme ça que d'ailleurs je commence le film. J'ai construit ce film comme un conte qui commence à Tinrir, parce que je suis originaire de Tinrir, et je finis ce film à Tinrir, où moi, enfant, quand je venais au bled, j'entendais des chants d'amour pendant les mariages, Islan, Ahidus, Lahwash, dans la région de Mouna. Et j'étais frappé quand on me traduisait les paroles. C'était des paroles extrêmement poétiques, par la liberté de ton. Et je voyais bien qu'à Tinrir, c'est quand même une ville traditionnelle et plutôt conservatrice. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fouiller. Et ensuite, je découvre une poétesse dans les années 20, qui est malheureusement très très peu connue et dont on connaît l'existence grâce à un instituteur français, René Auloge, qui était berbérisant et qui la rencontre sur un marché, un souk d'Azilel, en train de déclamer des textes poétiques. Cette femme serait, semble-t-il, originaire de Megdes, Flkhla, en plein Moyen Atlas. Et donc j'ai voulu en savoir plus sur cette femme mystérieuse. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Donc après, une fois que j'avais le cadre, je suis allé... ça te permet de tracer un petit peu les lignes. De tracer un fil conducteur. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer... Enfin, après, j'ai découvert... c'est incroyable, les signes du destin. Et à ce moment-là, au moment où je découvre ce livre, grâce à 2 amis, Arkia Elbaz et Fatima de Meknes, où elle avait ce livre dans son riad, je lis le prologue de cet instituteur. Je dis, mais c'est la Frida Kahlo Amazir, cette femme-là, qui était analphabète et qui a écrit des textes de caractère et d'une grande personnalité, qui a écrit des textes d'une très très grande liberté pour la société dans laquelle elle évoluait à cette époque-là. Et la chance que j'ai eue après, on me fait découvrir une icône de la musique amazir, Hadou Ake, qui pour moi est un peu peut-être pourrait être la petite fille de Mririda des années 20. Et donc j'avais ce fantôme de Mririda Naitaate, que j'avais cette figure d'aujourd'hui qui est Hadda. Et après je me suis dit comment je vais faire lien entre tout ça. Et je me suis dit je vais aller questionner des jeunes, des anciens, et de partir avec ce questionnement finalement simple, ce paradoxe, comment
Est-ce qu'on peut encore parler d'amour quand on voit que dans la culture marocaine et dans la culture amazigh, il y a une très très grande liberté dans les textes. Ouais. Juste pour rappel, Kamel, tu n'es pas non plus un inconnu depuis justement Tinrir Jérusalem, les échos du Mleh, tu as su conquérir une grande place. Tu avais vraiment déjà un petit peu secoué les a priori sur toute la communauté amazigh, etc. Et la question que je voulais te poser, en fait, c'est une commande. L'autre projet était plus personnel. Et à chaque fois dans tes films, on a l'impression que tu mets la lumière sur les femmes et leur importance justement dans la société, le message qu'elles transmettent. Je voulais juste savoir si c'était inconscient, parce que tu arrives à tomber en fait sur des femmes, on a l'impression on ne sait pas comment tu fais déjà pour découvrir ces destins et ces personnalités. Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que tu as juste la baraka et qu'elles croisent ton chemin par hasard, ou là tu vas les dénicher, ou là c'est vraiment une démarche consciente? Je pense que c'est de par ma sensibilité, et puis oui, je pense que c'est une démarche aussi consciente. Moi, j'ai toujours pensé que, toi, dans la petite œuvre que j'essaie de construire, que ce soit Tinrir Jérusalem, les 3 portraits de femmes que j'ai fait pour ONU Femmes, où je mets en valeur justement des femmes qui font de la culture bio. Ça a été présenté pendant la COP, ça a été aussi diffusé sur 2M. Et pendant les documentaires Casadoc aussi. Exactement, au cinéma ABC. Il y a une dimension politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que je vois bien dans quelle société nous sommes aujourd'hui, avec ces contradictions, avec ces tiraillements entre la modernité et la tradition, et je pense que les deux peuvent très bien aller ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, j'étais enseignant avant, c'est de faire réfléchir les gens sur la richesse de leur pluralité, de leur identité, de leur altérité, et je trouve qu'effectivement aujourd'hui, il y a les femmes qui sont une composante importante. C'est bientôt la journée du 8 mars, mais c'est tous les jours qu'il faut se battre pour l'égalité totale entre tous les citoyens, quel que soit son sexe. Et donc oui, pour moi, il y a une sens. Voilà, j'ai envie en tout cas d'aller exhumer des figures emblématiques. Et là où je me bats aussi contre, c'est cette manière aussi qu'on a de folkloriser aussi la culture amazigh, qui est une culture partie prenante du Maroc, qui est reconnue dans la Constitution comme partie intégrante de l'identité, comme l'identité juive d'ailleurs, et les autres sahraouis, andalouses, etc., etc. Donc pour moi, il y a une volonté de... Et l'école, malheureusement, tout à l'heure vous parliez avec le ministre de la Culture, et malheureusement l'école aujourd'hui ne joue pas ce rôle-là de transmission des figures importantes de notre patrimoine, et ça, je trouve ça dommage. Alors, il y a certaines parties du documentaire, je ne te le cache pas, Kamel, où on te jalouse un petit peu quand tu es assis comme ça avec ces dames et vous rigolez, et qu'il y a des chants et de la poésie, mais aussi de franches parties de rigolade. On se dit que pendant le tournage, ça a dû être vraiment un pur moment de bonheur. Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter peut-être à ce sujet ? Oui, par exemple la rencontre avec Hadda, que j'ai rencontrée grâce à la comédienne Fatema Atef, qui est dans le film, qui est une actrice extraordinaire, fabuleuse, que j'ai connue par l'intermédiaire de mon amie Fatema, qui a un très beau riad, le riad Amazigh, et c'est là où j'ai organisé d'ailleurs cette soirée intimiste avec Hadda. Et pour moi, cette rencontre avec Hadda était extrêmement importante. Très vite, elle nous a invités à déjeuner à Azro chez elle, et elle était tout de suite d'accord pour participer à ce projet collectif autour du film. Et un des moments les plus forts pour nous, ça a été cette soirée intimiste parce que le documentaire, c'est ça aussi, c'est mettre en scène et créer des moments des moments et mettre en scène du réel. Et j'avais le sentiment d'être dans les soirées de Tinrir où on se retrouvait avec la famille autour, voilà, Gelsa comme ça, par terre, en train de chanter, d'échanger. Donc ça a été des moments extrêmement forts, mais il y a aussi les moments à Demnet, partout, et ces femmes aussi, par exemple à Tinrir, où il y a ma grand-mère, ces femmes qui chantent des chants religieux, et où je les questionne aussi sur la place de l'amour des hommes aujourd'hui dans leur vie. Donc
un tournage, c'est à la fois toujours un petit peu stressant, mais évidemment, il faut le faire aussi avec. C'est une expérience humaine. En tout cas, le documentaire a beaucoup plu. 1,3 million de téléspectateurs. Et aujourd'hui, il est en rediffusion donc, sur la chaîne 2M et il est disponible en replay, je le rappelle, sur notre site 2m.ma. Kamel, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Petite dernière question. Peut-être nous donner un petit scoop sur les projets à venir. Je sais pas si c'est. Je pense pas que ce soit. C'est plus un scoop. C'est plus... Oui, on l'attend. Laisse-nous, on vend les trucs comme ça, c'est des scoops. On l'a, tout le monde est tôt sur les starting blocks, on l'attend. Non, mais je travaille sur un qui est un peu un projet personnel qui est un peu la suite de Tinrir Jérusalem, qui était aussi passé d'ailleurs sur cette merveilleuse case créée par Reda Benjeloun des histoires et des hommes, qui nous permet à nous, cinéastes en tout cas, de donner à voir et à entendre des histoires singulières. Et ça, je trouve ça intéressant. J'ai un projet qui est Retour au pays natal, où je m'intéresse à la jeune génération de jeunes Israéliens d'origine marocaine qui se réapproprient leur identité par la musique, par le shabi, par des gens qui réinvestissent les chants de Sami El-Maghrebi, de Zohra El-Fassia et donc voilà, le teaser est sur internet et donc j'espère que ce film sera prêt pour la fin de l'année. Alors voilà, vous avez rendez-vous en tout cas ce soir à minuit pour le documentaire de Kamel Ashkar Tassanou Teirinou. C'est à minuit et c'est disponible tout le temps quand vous voulez en replay. Merci beaucoup Kamel d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous deux. Il est 8h30 tout de suite, le rendez-vous de l'information avec Malek Bennis.